Je propose d'attendre encore quelques minutes pour que les autres personnes intéressées nous rejoignent. Je remercie déjà mon collègue Jean-Marie Teller qui est la personne derrière aussi le côté technique de tout ce webinaire. C'est lui qui m'informera du moment où on sera en nombre suffisant pour commencer. Mais déjà, une première chose, je peux me présenter à vous si vous ne me connaissez pas. Donc, je suis Jean-Luc Petit, je suis historien et je suis également le responsable du service des publics des musées de la ville de Bruxelles. Et donc, aujourd'hui, ensemble, on va traiter de l'histoire de Laken. Évidemment, on a un temps limité, on ne va pas pouvoir tout aborder. Et l'angle que j'ai choisi, c'est de partir des collections du musée. Donc, le musée de la ville, c'est bien le bâtiment de la Maison du Roi sur la Grand Place, où on va parler d'histoire de Bruxelles, mais également des communes qui aujourd'hui font partie de la ville de Bruxelles, comme c'est le cas de Laken depuis 1921. Et donc, on a toute une série de portraits, enfin de tableaux, d'estampes, d'objets qui sont exposés à la Maison du Roi et qui parlent de Laken. Et j'ai également été dans les réserves et dans la collection iconographique du musée pour repêcher quelques éléments des collections qui ne sont pas exposés mais qui appartiennent bien à notre musée. Voilà. Donc, je regarde l'heure. 15h02. Bon, on attend encore une ou deux minutes. On reviendra sur l'image que vous avez, qui est l'image que j'ai choisie pour présenter le webinaire. Donc, c'est une gravure de Joseph Hollands qui vous présente la rue des Palais, aujourd'hui rue des Palais Outrepont, donnant sur, ça vous l'avez reconnu, l'église Notre-Dame de Laeken. Donc là, on est au 19e siècle, bien sûr, mais on reviendra dans le courant du webinaire sur cette image de façon un peu plus approfondie. C'est assez intéressant comme lithographie. Voilà, on est à 15 personnes maintenant. 16. Bon, je propose qu'à 20, on commence. Ah oui, chose importante aussi, bien sûr, je vais parler, mais vous avez tout à fait la possibilité de poser des questions. Pour ça, vous avez un petit onglet Q&A, donc questions et réponses. Et ça va vous permettre pendant mon exposé virtuel de poser toutes les questions que vous souhaiteriez. Alors, je verrai celles auxquelles je peux répondre. S'il y en a certaines auxquelles je ne peux pas répondre immédiatement, je répondrai aux personnes sur leur adresse mail. Voilà. Ok. Donc, on va bientôt arriver à une vingtaine de personnes. Donc, je propose qu'on commence le webinaire. Et le premier document que je vous propose, c'est le plan de Bruxelles et de ses environs qui a été tracé vers 1560 par le géographe Jacob van Deventer. Nous avons au musée un fac-similé de ce document dont l'original est détenu par la Bibliothèque royale. Et il est très intéressant parce que c'est effectivement le plus ancien plan de Bruxelles et des communes environnantes. Donc Bruxelles, on reconnaît ici la première enceinte, ici la Grand Place, ceci la seconde enceinte. Aujourd'hui, ce sont les boulevards qu'on appelle la petite ceinture. Et en ce milieu du XVIe siècle, on voit que tout autour, on a toute une série de villages, comme ici Anderlecht ou ici Gett. Et au nord-ouest de la ville, vous avez ici Laken. La prochaine image sera un zoom sur cette partie de la carte de Van Deventer. Mais ce qui est intéressant de remarquer, il y a plusieurs choses évidemment. Sur ce territoire de Laken, on voit bien le cours de la rivière Seine
ce qui sert également de frontière entre Laken et Schaerbeek de ce côté-là. L'autre commune limitrophe, c'est la commune de Molenbeek que vous voyez ici. Alors, la liaison entre Bruxelles et Laken se fait comment à cette époque-là? Donc, dans l'enceinte, vous avez toute une série de portes fortifiées qui vous permettent d'entrer et de sortir de la ville. Et ici, donnant sur la rue de Laken intramuros, vous avez la porte de Laken qui donne accès à la chaussée de Laken ou chaussée d'Anvers qui permet de rejoindre donc le noyau villageois de Laken. Qu'est-ce qu'on voit encore sur cette carte? Pourquoi cette partie en vert un peu plus foncé? Vous êtes là dans la vallée alluviale de la rivière Seine. Ça veut dire que ce sont des terres humides qui sont tout à fait propices pour le maraîchage et pour le pâturage. Les autres terres que vous voyez ici dans un blanc, voilà, de cette façon représentée, ça représente toutes les terres qui sont destinées à la culture, particulièrement des céréales. Et donc, on voit bien qu'à Laken, vous avez les deux. Vous avez des terres cultivables et plutôt des terres destinées au maraîchage et à la pâture. Autre chose intéressante, vous voyez une grande ligne bleue. Qu'est-ce que c'est? On est ici vers 1560 et en 1561, le canal, ceci c'est le canal de Willebroek qui met en communication Bruxelles avec le Rupel et plus loin, bien sûr, avec l'Escaut. Bien, le canal devient la nouvelle voie d'eau majeure pour le transport des marchandises, rôle qui était auparavant celui de la rivière Seine. Canal nécessité qui est dû au fait que ça va permettre d'accueillir des bateaux de plus gros tonnage et d'aller beaucoup plus rapidement vers Anvers. En ville, c'est pas encore sur la carte, mais en ville, vous allez avoir tout ce qu'on appelle le quartier des quais, donc le port intérieur de Bruxelles. Donc ça veut dire que pour Laken, vous avez dorénavant ce canal qui traverse une partie des terres de Laken et on va voir plus tard que ça a quand même une importance considérable. Alors, encore une chose intéressante, c'est que tous les villages qu'on voit autour de Bruxelles, dont celui de Laken, ils sont importants pour la ville puisque c'est eux qui vont permettre l'alimentation des Bruxellois, naturellement. Et il faut savoir aussi qu'au cours du Moyen-Âge se met en place ce qu'on appelle la cuve, c'est-à-dire une entité juridique et administrative qui est commune à la ville de Bruxelles et à toute une série de villages environnants. Donc, dans ce cas-ci, Laken, Molenbeek, Schaerbeek, Saint-Josse, Ixelles, ici Saint-Gilles, en dialecte, tout ça ne forme qu'une seule et même entité juridique. Donc, dans le cas de cette cuve, qui est stabilisée au cours du XIVe siècle. Ça veut dire donc que Bruxelles a la main aussi sur Laken. Alors, qu'est-ce que je vais encore dire à partir de cette carte? C'est que si on est bien au XVIe siècle, tout ça n'est pas apparu comme ça d'un coup de baguette magique, naturellement. Il faut savoir que toute la région bruxelloise est déjà occupée à la préhistoire, et c'est le cas aussi pour laquelle on a retrouvé des silex taillés, par exemple datés du néolithique. Toute la région est également mise ensuite en valeur à l'époque gallo-romaine. Et donc, sur le territoire de Laken même, on a la preuve de l'existence de plusieurs villas gallo-romaines. Mais ces villas gallo-romaines vont péricliter dans la seconde moitié du IIIe siècle après Jésus-Christ suite aux invasions germaniques. Et il faut attendre finalement une période comprise entre le 7e siècle au plus tôt et le 11e siècle au plus tard pour voir apparaître de petits hameaux, donc sont simplement des regroupements de quelques fermes de population franque. Et donc c'est ainsi que tous ces villages que vous voyez là se mettent en place. Pour Bruxelles, la grande différence, c'est que Bruxelles ne va pas rester un petit hameau, mais grâce au port qu'elle va développer sur la Seine, grâce à ses marchés et ensuite à ses activités artisanales, elle va se développer en une véritable ville.
chose importante aussi, on vous a dit que notre autorité, c'est donc ceux qui gouvernent la ville de Bruxelles. Concrètement, ils sont ici sur la grande place à l'hôtel de ville. Et donc, fin du Moyen-Âge, fin du XVe siècle, ils vont décider de paver le chemin qui relie Bruxelles à Laken. On va prendre un détail. Donc, on voit le centre villageois de Laken avec l'ancienne église Notre-Dame. On voit ici la tour de croisée. On aura d'autres images ensuite qui nous donneront une vue un peu plus claire de l'église. Donc ici, vous avez la chaussée dite de Laken ou d'Anvers, parce que finalement, elle permet de relier Bruxelles à Laken. Mais si je vais plus loin, j'arrive jusqu'à Meize et encore beaucoup plus loin à Laken. Et donc ici, évidemment, à partir du moment où on a le canal, on va devoir avoir un pont. C'est le pont de Laken. C'est là aussi, vous avez toujours aujourd'hui le pont de Laken. Et qu'est-ce qu'on remarque également? Voilà, il y a un petit chemin ici qui mène à l'église. Ici, c'est la rue Mellerie et la rue des Palais Outrepont, aujourd'hui. D'accord? On voit toute une série d'habitations, de maisons, c'est pas particulièrement détaillé. Vous avez des fermes, vous avez des chaumières, mais vous avez aussi quelques bâtiments plus importants, comme celui-ci, parce qu'effectivement, Laken comptait 7 seigneuries au Moyen-Âge. Ça veut dire aussi un ensemble de manoirs fortifiés. Vous avez celui-ci qui est entouré de douves, par exemple. Alors, je redescends, et là, je vois que j'ai également un autre chemin, qui est le chemin vers Molenbeek. Et c'est ici un hameau qu'on appelle le hameau de Droodbeek, qui est donc sur le territoire de Laken. C'est un nouvel hameau, le hameau de Droodbeek, avec également ici un manoir fortifié. Vous voyez une tour également. Cette tour, elle existe toujours aujourd'hui. Elle est conservée dans l'Institut Sainte-Ursule, donc du côté de la rue de Droodbeek et rue de Molenbeek aujourd'hui. Ce que je ne peux pas vous montrer, c'est la partie nord, parce qu'il y avait également un autre hameau important à Laken, c'est le hameau d'Ossegem, avec une petite chapelle dépendant de l'église principale Notre-Dame de Laken. Alors, cette église Notre-Dame, on peut la voir ici sur un tableau daté d'environ 1622. On est à Laken. On voit qu'évidemment, c'est pas un jour ordinaire, mais qu'il y a une grande procession qui vient de Bruxelles avec l'archiduchesse Isabelle. On est ici au début du XVIIe siècle. En 1622, elle a perdu son mari l'année précédente. C'est pour ça qu'elle revêt l'habit de Clarisse, donc une robe grise avec un voile noir. L'archiduchesse Isabelle, qui est donc à ce moment-là la gouvernante générale qui représente le roi d'Espagne. Nous sommes bien devenus Pays-Bas espagnols à ce moment-là. Et toutes les personnes que vous voyez ici, avec un voile blanc et une robe noire, ce sont les béguines de Bruxelles. Et que font-elles? Voilà, vous pouvez apercevoir ici, il y en a 4 d'entre elles qui portent la statue de Notre-Dame de Laken. Une statue polychrome médiévale. Ici, elle est recouverte d'un bel habit qui a été offert par l'archiduchesse Isabelle. Et que font toutes ces béguines avec l'archiduchesse Isabelle et également avec l'autorité communale qu'on appelle le magistrat de Bruxelles, ici composé de 19 personnes, il ramène la statue de Notre-Dame qui avait été mise à l'abri intramuros au béguinage de la ville de Bruxelles. Pourquoi? Eh bien, parce que la guerre a repris avec les pays, avec les provinces unies protestantes. Et donc, il faut bien comprendre que la seconde moitié du XVIe siècle, ce sont les guerres de religion. Finalement, la division entre provinces du Nord protestantes et provinces méridionales catholiques se fait, mais il faudra attendre 1648 pour la paix définitive. Donc, il y a encore des tensions et effectivement une menace des provinces unies qui explique qu'on a dû mettre cette statue de Notre-Dame
conservé dans l'église Notre-Dame de Laeken à l'abri. Alors, je vous montre aussi ce tableau parce que il est assez intéressant. On voit bien aussi toute la partie campagnarde. Je ne vous mens pas. Quand je vous ai parlé de Laeken comme une campagne, on peut distinguer ici des vaches qui sont en train de paître. Alors, attention, le terre-plein ici, c'est sans doute pas très réaliste. C'est pour montrer un maximum les personnages qui sont en train de défiler que Nicolas van der Horst a choisi de tronquer un peu la réalité. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que Laeken se différencie des autres villages autour de Bruxelles par ce positionnement, on va dire, pour le culte de la Vierge Marie, pour le culte marial. Donc il y avait une grande vénération pour cette statue de Notre-Dame de Laeken. L'église elle-même, on voit l'entrée ici, on voit la tour de croisée, le transept. Alors ceci, c'est une chapelle qui a été seulement ajoutée à la fin du XVe siècle, à la fin du Moyen Âge, et qui est dédiée à Sainte-Barbe. On ne voit pas le chœur qui est gothique, qui doit se trouver ici à l'arrière. Le reste de l'église est roman. L'église, elle a été érigée au cours du XIIIe siècle en remplacement d'une église plus ancienne dont on ne connaît pas grand-chose. Était-elle en bois? Ça, on n'a pas d'éléments. Toujours est-il qu'elle est reconstruite en partie en style roman et en partie en style gothique au cours du XIIIe siècle. On va la revoir aussi sur cet autre document qui est dû à Andreas Martin. C'est une huile sur toile qui est présentée au musée. On se rend bien compte que quand on est à Laeken, on peut avoir une superbe vue, un magnifique panorama sur la ville de Bruxelles inséré dans sa seconde enceinte. Ici, vous avez l'hôtel de ville de Bruxelles et tout le reste tout autour, c'est évidemment la campagne. On retrouve notre petite vache en train de paître ici et donc notre église Notre-Dame. Voici l'entrée, la tour de croisée, le transept, la chapelle dédiée à Sainte-Barbe ici. Donc c'est donc bien dans cette église qu'on vient vénérer la statue dont j'ai déjà parlé, la statue polychrome de Notre-Dame de Laeken. Quand on regarde la disposition de l'église, on est un peu surpris puisque donc ici, Bruxelles se trouve bien, la ville de Bruxelles au sud. Donc ici, clairement, l'entrée est au nord, ce qui veut dire que le chœur est orienté vers le sud, ce qui est tout à fait peu courant puisque logiquement les églises sont orientées vers l'est, c'est-à-dire vers le soleil levant. Et donc ça a donné naissance à une légende qui était bien connue autrefois, qui racontait que cette disposition avait été explicitement voulue par la Vierge Marie elle-même, dans la mesure où par 3 fois, elle a fait abattre les fondations que les ouvriers avaient commencé à faire selon la disposition habituelle d'orientation vers l'Est. La 4e fois, elle a pris de grandes mesures, elle est venue avec un fil pour bien tracer l'église disposée comme elle le souhaitait, un fil miraculeux qui a été conservé, qu'on conservait dans l'église Notre-Dame de Laeken et dont on disait qu'il avait un pouvoir pour les femmes qui étaient sur le point d'accoucher, donc pour faciliter l'accouchement avec le moins de douleur possible. Donc centre marial, un centre où on va venir se rapprocher si on a besoin de ce film miraculeux, mais ce n'est pas tout. Je vais un peu plus haut dans le tableau et je vois ici une sorte de cuve en fait en pierre grise avec des escaliers qui donnent accès à une fontaine. Ça existe toujours aujourd'hui et c'est effectivement la fontaine miraculeuse dite des 5 plaies du Christ qui a été aménagée à l'initiative de l'archiduchesse Isabelle à nouveau. Vous vous souvenez de l'archiduchesse Isabelle, on en a déjà parlé dans cette période où au début du XVIIe siècle, il est essentiel de conforter le catholicisme dans nos régions. On est évidemment la dernière région catholique avant les différents États protestants du Nord.
D'où effectivement l'importance accordée par l'archiduchesse à la rénovation d'église, ou bien dans ce cas-ci, par exemple, à l'aménagement de cette source miraculeuse, qu'on appelle d'abord la source miraculeuse Sainte-Marie, et puis des 5 plaies du Christ, tout simplement parce que quand elle est aménagée dans les années 1620, on l'aménage sous une forme de rosace percée de 5 trous par lesquels l'eau s'écoule, en référence aux 5 plaies du Christ. On donne aussi le nom de fontaine Sainte-Anne pour cet endroit, en rapport avec ce bâtiment que vous voyez là sur la gauche, qui est la chapelle Sainte-Anne. Chapelle Sainte-Anne que vous pouvez toujours voir aujourd'hui au bas du parc de Laeken, qui est une chapelle qui devait sans doute exister au Moyen-Âge et qui, à nouveau, est reconstruite à l'initiative de l'archiduchesse Isabelle. Et ici, on vient prier Sainte-Anne. Quand je dis on, ce sont surtout donc les femmes qui ont des problèmes de fertilité, qui voudraient avoir un enfant. Vous savez que Sainte-Anne, qui est la mère de Marie, a eu beaucoup de difficultés à enfanter de la Vierge Marie, mais il n'est pas finalement parvenu. Donc, Laeken, un important lieu de pèlerinage, à la fois pour l'Église, avec la statue, avec le film miraculeux, pour la source miraculeuse. Ici, c'est surtout pour les crampes d'estomac, pour les maux de tête et les fièvres que l'on vient, et donc la chapelle Sainte-Anne. En plus de tout cela, vous voyez ici une grande allée bordée de 2 séries d'arbres, c'est ce qu'on appelle une drève. Et cette drève, elle est également aménagée dans la décennie des années 1620 à l'initiative de l'archiduchesse Isabelle pour faciliter la déambulation des pèlerins entre l'église Notre-Dame de Laeken et la source miraculeuse Sainte-Anne, et éventuellement aussi la chapelle Sainte-Anne. Et cette drève, vous la connaissez toujours aujourd'hui, c'est donc la drève Sainte-Anne. Cette partie ici reste encore un peu verte, et ici c'est aujourd'hui tout à fait urbanisé. Qu'est-ce qui est encore intéressant à remarquer sur ce tableau, c'est évidemment l'aspect bucolique qui est donné par le peintre. Vous avez ces personnages qui sont en train de jouer au quilles, vous en avez qui sont en train de parler, voilà, ils sont en train de converser, ils profitent des plaisirs de la campagne. Donc cet aspect bucolique important pour Laeken. Alors, on n'en a pas encore fini avec l'importance de l'archiduchesse Isabelle, et pour ça, je vous montre une carte des Pays-Bas autrichiens due au comte de Ferraris pour vous montrer ceci, qui est l'allée verte. Donc, vous voyez ici la seconde enceinte de Bossel, ici la porte de Laeken, ici la chaussée de Laeken ou chaussée d'Anvers, le pont de Laeken. Mais pour rejoindre Laeken, si on veut faire un pèlerinage à partir de la ville de Bossel, à partir de l'époque d'Isabelle, on va plutôt emprunter non plus cette partie-ci de la chaussée d'Anvers jusqu'au pont de Laeken, mais plutôt ceci, la Groendijk. Au XVIIe siècle, ça s'appelle encore la Groendijk, c'est-à-dire un chemin de halage qui borde le canal, qui est arboré, donc c'est beaucoup plus agréable pour rejoindre Laeken. Ce qui est important aussi à savoir, c'est qu'à nouveau, l'archiduchesse va intervenir et va faire installer toute une série de potales, c'est-à-dire donc des petits édicules avec des scènes qui représentent la passion du Christ et la vie de Marie, donc tout le long de cette Groendijk, et également sur la partie de la chaussée de Laeken qui mène à l'église. Et vous en avez encore une de ces potales à la rue Mellerie aujourd'hui. Ceci a quand même aussi une autre importance, c'est que, outre d'être une voie pour le pèlerinage, cette Groendijk va aussi devenir l'endroit à la mode pour se promener en carrosse. Le XVIIe siècle, c'est la période où effectivement ce type de promenade dite de civilité se met en place. Vous avez à Paris le cours La Reine le long de la Seine. Eh bien, chez nous, on aura le long du canal cette Groendijk qu'on emprunte
avec son carrosse, donc c'est sa voiture de luxe tirée par des chevaux appareillés, parfaitement harnachés, avec des en fait. À partir de cette période-là, la Grundig, qui va devenir l'allée verte du XVIIIe siècle, c'est-à-dire qu'elle va être élargie et bordée de 2 rangs de tilleuls, va devenir l'endroit à la mode pour l'aristocratie et la haute bourgeoisie. Alors, voilà ce à quoi ça ressemble ici, près du pont de Laken. Voilà l'ancien pont de Laken, c'est au même endroit où vous l'avez aujourd'hui. Ça, c'est un corps pour les soldats qui assure la sécurité du pont. On est sur la rive droite du canal. Ça veut dire qu'ici, on est sur le bas-côté de l'allée verte. Donc, imaginez que vous avez 2 rangées de tilleuls. Ensuite, l'allée verte elle-même, à nouveau 2 rangées de tilleuls. C'est celle-là qu'on va emprunter. Maintenant, on est au 19e siècle. Et on se promène aussi. Maintenant, il y a aussi la marche à pied qui est de bon ton. Vous voyez que les personnages qui sont représentés sont des personnages habillés à la dernière mode de ces années 1820. Voilà, l'allée verte est consacrée comme le de promenade excellence pour l'élite bruxelloise. On a aussi la possibilité de se restaurer, de boire, puisque vous avez ici une guinguette tout près du pont de Laken. Et donc là, je crois que c'est assez clair. Vous êtes dans un endroit tout à fait bucolique. On l'a évidemment oublié aujourd'hui parce que tout ça c'est industrialisé de ce côté bucolique qui attire les gens à Laken. Ça veut dire aussi qu'on va trouver sur le territoire de Laken beaucoup de maisons, de résidences, de plaisance. Donc j'avais parlé de l'émergence de toute une série de manoirs ou de châteaux fermes au cours du Moyen Âge, fortifiés. Eh bien, ils vont évidemment prendre un autre aspect à partir de la fin du Moyen Âge et se transformer en demeures de plaisance. Plus encore, toute une série de nouvelles résidences vont se créer pour servir de résidence secondaire à l'élite. Donc, c'est ce qu'on appelle à l'époque des campagnes, donc des endroits où on vient passer à proximité de la ville. Finalement, il ne faut pas aller très loin pour aller à la campagne. On vient passer la belle saison. La plus connue de ces campagnes, c'est celle-ci. Il s'agit donc ici d'un plan perspective de la campagne dite de Skonenberg. Skonenberg, ça veut dire en néerlandais beau mont ou joli mont. Et effectivement, vous devez imaginer que le terrain que vous voyez là descend en pente vers le canal sur lequel vous voyez naviguer une série d'embarcations ici. Alors, qu'est-ce que c'est que cette campagne de Skonenberg? Eh bien, aujourd'hui, c'est tout simplement ce que vous connaissez comme le château royal de Laken, donc la résidence privée du roi Philippe et de sa famille. Ce n'est pas une vue habituelle du château, parce que généralement vous le connaissez de face, mais donc à l'arrière, ce qui marque cet édifice néoclassique, c'est bien ici cette rotonde surmontée de la coupole. Et puis vous avez toute une série de marches qui vous mènent devant le magnifique ensemble de jardins. Alors le château, à l'origine la campagne de Skonenberg, il est érigé de 1782 à 1784 pour leurs Altesses royales les gouverneurs généraux des Pays-Bas. À cette époque-là, fin du XVIIIe siècle, nous faisons bien partie des Pays-Bas autrichiens et les gouverneurs généraux qui représentent Joseph II d'Autriche sont Albert Casimir de Saxe-Teschen et son épouse Marie-Christine. Alors, quand ils sont en ville, à Bruxelles, ils résident au château de Charles de Lorraine, du côté de la place Royale, mais ils cherchent en réalité à pouvoir
s'enfuir de la ville quelque part à la belle saison et profiter des joies de la campagne. Et donc, ils vont acquérir toute une série de terres à Laeken, donc dans ce lieu-dit Schonenberg. Et plus particulièrement, ils vont acquérir aussi ce château que vous voyez là, qui est le château dit Groothof, qui est qui a une origine médiévale. Hein. C'est un château fortifié, un manoir fortifié à l'origine, mais transformé en demeure de plaisance au cours du XVIIe siècle. Vous voyez ici qu'il est entouré d'eau, et vous voyez aussi toute une série de jardins à la française, bien stricts, symétriques. On peut imaginer ici des buis taillés, très différents de ce que vous voyez ici dans les terrains acquis par les gouverneurs généraux, puisqu'en fait, les terrains qu'ils ont acquis, ils vont les transformer en jardins dits à l'anglaise. C'est-à-dire que vous avez l'impression d'être face à quelque chose de tout à fait naturel. En réalité, il n'en est rien. Hein. Tous les bosquets que vous voyez là, les petits chemins sinueux qui ouvrent sur des points de vue pittoresques, autrement dire des lieux où un peintre aimerait poser son chevalier, eh bien tout ça, c'est dû à l'architecte de jardin auquel les gouverneurs généraux font appel. Alors, on parle aussi de jardins à l'anglaise. Dans ces jardins à l'anglaise, ce qu'il y a aussi comme caractéristique, c'est de trouver toute une série d'édicules, hein, de ce qu'on appelle des fabriques comme ceci. Vous voyez, sur un tertre qui n'a rien de naturel, c'est tout à fait aménagé. Ça permet de monter et de se retrouver devant une construction à l'antique qui est le temple de l'amitié. Tout à la fin des jardins, on va retrouver un autre petit édifice d'inspiration classique également, donc qui est le pavillon du soleil. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'il y a un énorme plan d'eau ici sur lequel on va pouvoir canoter. Plan d'eau qui n'a rien de naturel. Hein. On voit qu'en fait, il est fourni par les eaux du Molenbeek. Le Molenbeek, c'est une petite rivière qui nous vient de Tilburg, qui passe par Jet et qui rejoint Laken. Bien, ici, énormément agrandi pour permettre cette navigation de plaisance et notamment pour permettre d'accoster sur cette île artificielle auquel on a donné le joli nom d'île de l'amour. Ceci, on peut en trouver un détail dans la gravure suivante. Voilà aussi une autre vue ici, une autre gravure qui montre le plan d'eau. Il y avait également une cascade qu'on avait aménagée et donc le château qu'on voit ici de l'arrière et également le temple de l'amitié, encore une barque qui est présente ici. Alors, le château vu de l'avant, c'est celui-là, c'est celui que vous connaissez toujours, toujours aujourd'hui, avec la coupole. Hein. Là, on l'avait déjà vu de l'arrière. Maintenant, on voit le bâtiment de l'avant, et donc avec le fronton, avec la colonnade qui est bien connue de ce château néoclassique. Juste ce qu'on a plus, ce sont les bâtiments d'angle que vous voyez là, qui ont été remplacés par d'autres au XIXe siècle. Ce qui est intéressant dans cette toile aussi, c'est de voir cette belle famille bourgeoise ou aristocratique qui se promène près du château des gouverneurs généraux et qui rencontre des paysans. Mais ce sont des paysans, comme vous voyez, qui esquissent un pas de danse. On est ici en 1789, mais dans la réalité, c'est comme s'il ne se passait rien en France. C'est comme si toutes les classes sociales se mélangeaient de façon harmonieuse. Et donc, on a cette idée, effectivement, d'un côté pastoral tout à fait harmonieux. C'est un détail hein, d'un tableau qui est très grand, qui est exposé au musée. Voici un autre détail. On a également ici deux membres de personnes de la noblesse qui sont sur un cheval, qui se promènent. Mais voyez, nos paysans n'ont pas l'air d'avoir trop de décharges trop dures. Ici, vous en avez même un qui, plutôt que de s'occuper de ses vaches, est en train de compter fleurettes. Donc, on est dans cette idée d'une
campagne idéalisée et recherchée dans ce cas-ci à Laeken. J'attire aussi votre attention sur ce petit bâtiment néoclassique qui est un petit bâtiment édifié par le baron de Walkiers, qui est un banquier bruxellois qui est également devenu le receveur général des finances des Pays-Bas autrichiens et donc qui a voulu à la fin des années 1780 se rapprocher du château des gouverneurs généraux et avoir lui-même sa propre petite campagne. Alors ce pavillon, il existe encore, il a été transformé au 19e siècle, doté d'une coupole. C'est la résidence du Belvédère qui est aujourd'hui occupée par le roi Albert et la reine Paola. Alors qu'est-ce qu'on voit encore sur ce détail? On voit ici une sorte de tour qu'on n'identifie pas très bien, qui fait partie des jardins du palais des gouverneurs généraux. On va voir une gravure qui nous en apprend plus. C'est ce bâtiment que vous voyez là. Alors attention, rien à voir avec la tour japonaise que vous connaissez aujourd'hui. Non, c'est une tour à la chinoise, une pagode chinoise. En Chine, c'est un monument bouddhique. Et ici, c'est un édicule, donc ce qu'on appelle une fabrique, dans le cadre de ce jardin dit à l'anglaise, qu'on appelle aussi des jardins anglo-chinois, dans la mesure où ils intègrent également des édifices de type chinois, puisque la Chine va devenir à la mode dans ce courant du XVIIIe siècle. C'est évidemment une Chine rêvée, une Chine fantasmée, où les Chinois sont en train de s'amuser, de prendre du bon temps, de boire du thé. Et donc, effectivement, en Angleterre, on va trouver l'émergence de ces jardins anglo-chinois, notamment à Kew. Alors, une chose que je n'ai pas encore dite, c'est vrai, c'est que les jardins du château des gouverneurs généraux a été aménagé selon les plans du grand architecte paysagiste anglais qui est Capability Brown. Alors, ce bâtiment-ci, la base elle est tout à fait néoclassique, donc avec ses grandes baies vitrées. Mais regardez les toits. Les toits sont recourbés, munis de petites clochettes, et ils donnent cette idée de chinoiserie, si vous voulez. Les deux bâtiments ont une utilité. Celui-ci sert d'orangerie. Regardez les bacs d'orangers qu'on va ensuite disposer dans les jardins du château. Et la pagode chinoise elle-même, on peut gravir les étages. Ici, on jouit tout au sommet d'un magnifique panorama sur Bruxelles et sa région. On peut aussi y disposer des instruments d'astronomie pour scruter le ciel et les étoiles. Alors, ces bâtiments, ils n'existent plus. Pourquoi? Bien donc, pour remonter dans l'histoire, il faut comprendre que la Révolution française en 1789 va avoir de l'influence sur nos régions, puisque les armées de la République française vont par deux fois envahir nos régions, en 1792 et en 1794, et nos régions vont être finalement annexées à la France en 1795, avec comme conséquence que le château et ses dépendances vont être mis sous séquestre. Le château va être finalement récupéré à la période du consulat par Albert Casimir de Saxe-Teschen, qui va revendre le tout à un particulier qui va s'empresser de démolir ces bâtiments pour récupérer les pierres. Il aurait pu faire pareil pour le château. Heureusement, à la demande de Napoléon Bonaparte, le château va être racheté par le département de la Dyle pour servir de résidence à Napoléon. Les deux fois où il va venir à Bruxelles, c'est là qu'il va résider. Donc, grâce à ça, le château est heureusement préservé. Étape suivante, 1815, le traité de Vienne, nos régions forment le Royaume-Uni des Pays-Bas. À ce moment-là, le château est mis à la disposition du roi Guillaume Ier des Pays-Bas unifiés. Et ensuite, 1830, Révolution belge, 1831, la prestation de serment le 21 juillet du premier roi des Belges, Léopold Ier. Donc c'est à lui que ce château va être mis à sa disposition pour lui servir de résidence, sachant que son lieu de travail reste évidemment dans la ville elle-même. Alors,
c'est important évidemment cette présence royale à Laeken parce que ça va expliquer l'apparition de ce nouveau monument qui marque le panorama de Laeken, qui est la nouvelle église Notre-Dame de Laeken. On est ici dans le quartier de la rue Mellerie, tout près du Palais Royal. Donc c'est l'ancien axe de la chaussée de Laeken sur Laeken. Vous voyez que c'est un peu développé. On voit ici l'ancienne église Notre-Dame de Laeken. Donc on voit aussi que son format est très réduit par rapport à la nouvelle. Alors, qu'est-ce qui explique cette nouvelle église? Je vous ai dit, c'est à mettre en relation avec Léopold Ier, mais surtout avec son épouse, la reine Louise-Marie d'Orléans, puisqu'elle avait une affection particulière pour Notre-Dame de Laeken. Elle souhaitait s'y faire inhumer, et ça s'est passé effectivement en 1850, mais le roi Léopold Ier a voulu donner un lieu d'inhumation beaucoup plus développé, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus noble pour son épouse, et donc il a convaincu le gouvernement belge de faire ériger une nouvelle église. Il y a eu un concours d'architecture qui a été remporté par l'architecte Joseph Poulart, qu'on connaissait déjà pour sa réalisation de la colonne du Congrès, et donc ici propose un plan d'une vaste église néo-gothique. Alors, ce qui est évidemment caractéristique, c'est ici à l'arrière, cette partie octogonale avec ce toit pointu sommet d'un bulbe, c'est bien l'endroit où on va trouver la chapelle royale et en dessous la crypte royale où on va ramener le corps de Louise-Marie et ensuite les autres souverains du royaume de Belgique. Alors attention, parfois les lithographies ne sont pas toujours justes, puisqu'ici Joseph Hollands nous présente dans les années 1860-70 l'église comme s'il était achevé. En réalité, effectivement, ce sont bien les plans, mais la tour centrale de façade ne sera achevée qu'au début du XXe siècle. Donc, il faut toujours faire attention et se référer à d'autres documents quand on analyse ce genre d'estampes. Alors, l'importance de la famille royale à Laeken, c'est aussi sur le cimetière que ça va se jouer. On retrouve ici notre ancienne église Notre-Dame, la tour de croisée, et alors pour la première fois, cette fois-ci, on peut voir le chœur gothique de cette église du XIIIe siècle. Notre nouvelle église Notre-Dame, elle est commencée dans les années 1850 et elle est inaugurée en 1872. En fait, il faudra encore beaucoup de temps pour qu'elle soit achevée. Ce ne sera pas avant le début du XXe siècle. Mais ceci dit, ça a évidemment une conséquence, c'est que cette église-ci n'est plus en service. Donc on se pose la question de savoir ce qu'il faut en faire. Finalement, on va décider à la fin du XIXe siècle de détruire toute l'église sauf le chœur. Donc le chœur pouvait toujours voir le chœur médiéval de l'église et on va y ajouter une nouvelle façade néo-gothique. Et ça va servir de chapelle pour le cimetière, parce que ce cimetière va prendre une importance phénoménale. C'est un cimetière classique qui se trouve près de l'église paroissiale, donc un cimetière d'origine médiévale. Au départ, c'est juste avec quelques tombes, avec des pierres tombales, mais il va prendre une grande importance au 19e et au début du 20e siècle. C'est la grande période de l'art funéraire où la bourgeoisie, l'élite aristocratique aussi, les grands personnages, les grandes personnalités veulent avoir un monument pour ancrer dans la pierre leur statut social, leur importance, et vont jeter leur dévolu sur le cimetière de Laeken, puisque proche du château royal et surtout proche de la nouvelle église Notre-Dame de Laeken avec la crypte royale. Donc, des bons tons d'avoir son monument funéraire. Vous en voyez quelques-uns ici. Vous avez des édifices plutôt néoclassiques comme ceux-ci ou des édifices néogothiques qu'on peut voir ici.
Alors, je vous conseille vraiment, si vous ne l'avez pas encore fait, d'aller visiter ce cimetière. C'est particulièrement intéressant. Vous allez pouvoir voir des tombes de personnalités célèbres, d'artistes comme Marie Pieyel, la pianiste, ou Maria Malibran, la cantatrice, le premier bourgmestre de Bruxelles, Monsieur Roup, Joseph Poulart, l'architecte, ou Alphonse Balla, l'architecte des serres royales de Laken, des grandes familles de commerçants comme les Deleuze ou encore les Vaxelaire qui ont créé le bon marché. Donc voilà, toute l'élite se trouve ici présente. Une autre vue, c'est celle qui servait d'image d'introduction au webinaire. C'est donc la rue des Palais, aujourd'hui rue des Palais Outre-Pont. C'est bien l'axe de la chaussée de Laken qui existe depuis le Moyen-Âge. Évidemment, on n'a plus ici nos chaumières ou nos maisons en briques à pignons. Ça a été remplacé par des maisons qui s'alignent le long de la voirie et des maisons de type néoclassique enduites et peinte en blanc ou en couleur pierre de France. Et on a aussi un bâtiment très intéressant. On peut lire maison communale, c'est la maison communale de Laken qui existe toujours aujourd'hui rue des Palais Outre-Pont, un bâtiment néoclassique qui en fait a été implanté là où se trouvait autrefois une ferme, puisque tout ce quartier est en train de se développer et on a besoin d'une nouvelle maison communale. Pourquoi? Je vous ai dit que pendant le Moyen-Âge, en fait jusqu'en 1795, on prend toute la période de l'Ancien Régime, Laken ainsi que d'autres villages forment avec Bruxelles une même entité qu'on appelle la cuve, mais avec l'annexion française, c'est la fin des institutions d'Ancien Régime, ça veut dire aussi la fin de la cuve et le fait que tous les villages entourant Bruxelles vont trouver une identité administrative propre. Donc, c'est le cas pour Laken. Et dès lors, le conseil communal va devoir trouver un bâtiment. Il trouve d'abord deux bâtiments qui sont près de l'église, l'ancienne église Notre-Dame. Et puis, finalement, au début des années 60, 1860, ils font aménager cette maison communale qui va leur servir jusqu'en 1902, c'est-à-dire jusqu'au moment où on va ouvrir le nouvel hôtel communal à la place Boxtal qu'on peut toujours voir aujourd'hui, mais celui-là il est donc mis en service seulement en 1912. Alors ce qui est intéressant ici, à nouveau, notre lithographe Joseph Hollands vous présente une jolie vue sur l'église de Laken, comme si elle était achevée, alors qu'en réalité, la tour centrale n'est pas encore achevée, elle ne sera qu'au début du XXe siècle. Ça me permet aussi de vous dire que si vous observez un peu plus attentivement l'église aujourd'hui, vous allez voir qu'en réalité, elle n'a jamais été totalement achevée. Vous allez voir toute une série de blocs de pierre qui ont été placés, mais qui auraient dû être sculptés, donc dans l'esprit néo-gothique, avec des fleurons, avec des crochets, mais ça n'a pas eu lieu. Il faut dire que l'église a connu pas mal de soucis, des soucis financiers, des soucis d'architectes. Joseph Poulart étant appelé à son projet de palais de justice, ce sont d'autres architectes qui vont poursuivre sa mission. Qualité de la pierre qui n'était pas très bonne. Enfin voilà, toute une série de raisons qui font que finalement l'église aujourd'hui est très impressionnante. Elle marque de son empreinte le paysage clairement, mais elle n'a jamais été tout à fait achevée. Alors, ce qui est intéressant ici aussi, c'est de se dire qu'on est dans le cœur ancien de Laken. Ça se transforme peu à peu. On est au 19e siècle. On a l'air d'être là dans une évolution finalement voilà assez peu importante de Laken. C'est juste quelques maisons qui se transforment. Ben, c'est une image fausse parce qu'en réalité Laken milieu 16e siècle, je vous ai dit, c'est 500 ou 600 habitants. Début du 19e siècle, c'est 1 millier d'habitants. Mais entre le début du 19e siècle et la fin du 19e siècle, la population va être multipliée par 30. On va passer à 30 000 habitants. Ça veut dire que les quartiers anciens, comme ici, se densifient, mais surtout
qu'un nombre considérable de terres agricoles vont être transformées pour permettre l'urbanisation de nouveaux quartiers. Et où est-ce que ça se passe? Ça se passe du côté du canal d'abord. Et je vous amène ici devant un dessin qui représente la porte de Laken à Bruxelles. Donc, si je passe par là, j'arrive à la rue de Laken. Ici, c'est la chaussée de Laken. Donc, ceci, c'est l'écluse pour permettre le passage de la Seine. On voit la seconde enceinte qui est ici. On est ici vers 1800 et il faut savoir que à cette époque-là, on a déjà décidé le démantèlement dans les années 1780, à l'époque de Joseph II, de l'enceinte. 5 des portes ont déjà été abattues. Pour la porte de Laken, il faudra attendre 1808. Mais l'idée est pour toute l'enceinte, il faut même attendre les années 1830 pour que finalement tout soit abattu et remplacé par les boulevards de ceinture que vous connaissez aujourd'hui sous le nom de petites ceintures. Mais c'est bien de ce côté-ci, qui est encore non urbanisé ici vers 1800, que les premiers développements en dehors de la ville vont se faire. Et on va comprendre aussi pourquoi. Regardez, vous avez ici l'hôtel de ville de Bruxelles, la collégiale des Saint-Michel et Gudule, la chaussée d'Anvers, et ça, cette fois-ci, on voit que maintenant, il y a toute une série de maisons qui l'abordent, et surtout, ici, on est en 1835, et vous avez l'inauguration de la première ligne de chemin de fer. C'est la première ligne sur le continent européen après donc l'Angleterre, reliant Malines à Bruxelles. Et donc ici, effectivement, on est entre l'allée verte et la chaussée d'Anvers sur le territoire de Laken qui va donc être parcouru par cette première ligne de chemin de fer. C'est important parce qu'évidemment, on voit déjà, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, d'extraordinaire. On voit la foule qui se presse à cette inauguration et ça va concourir, ces nouveaux modes de déplacement et aussi de transport de marchandises au développement de Bruxelles. On peut mieux le voir ici sur ce plan de crâne qui a été tracé en 1848. Vous avez les nouveaux boulevards, l'actuelle petite ceinture ici. Vous avez l'ancienne porte de Laken ici, la rue de Laken, la chaussée de Laken ou chaussée d'Anvers ici, l'allée verte ici. Et qu'est-ce qu'on voit entre la Seine et le canal, en dehors de l'ancienne seconde enceinte, le développement dans le faubourg de Laken, dont une grande partie appartient en réalité à Molenbeek, mais toute cette partie-là, c'est bien Laken, qui est en train de s'urbaniser. Là où il y avait les terres agricoles, bien tout ça laisse la place à de nouveaux quartiers, donc nouvelles rues, nouvelles habitations, aussi il peut y avoir des fabriques également. Il y aura ici une fabrique de rubans, par exemple, qui va s'installer. Ah oui, pour revenir sur la gare, sur le chemin de fer, ici vous avez la première gare de Bruxelles, donc le chemin de fer qu'on avait vu de Malines à Bruxelles, où est-ce qu'il aboutit? À la gare dite de l'Allée Verte. Ça nous permet aussi de comprendre que notre allée verte ici, entourée de cette double rangée d'arbres, va finalement péricliter comme lieu favori pour la promenade aristocratique et bourgeoise, puisque c'est évidemment ici des quartiers industriels plus populaires, parfois un peu de petite bourgeoisie aussi, qui sont en place, et donc on va perdre évidemment progressivement tout l'attrait bucolique qui était celui de l'allée verte jusqu'à ce moment-là. Alors, de l'autre, ah oui, encore une chose importante aussi, qu'est-ce qu'on voit aussi, c'est qu'à partir de 1832, le canal de Willebroek est relié au canal de Charleroi. Évidemment, il n'y a pas que Laken qui se développe. Ici, on a d'autres quartiers vers sur Schaerbeek, le quartier de la Gare du Nord, le quartier Léopold, les quartiers industriels de Molenbeek, le long du canal de Charleroi qui va amener le charbon nécessaire pour la nouvelle énergie de la vapeur, pour les industries. Et pour Laken, ça veut dire bien sûr que
ici, ça va, le long de la chaussée d'Anvers, et entre chaussée d'Anvers et canal, tout ça va continuer à se développer. Et ce développement, il se trouve aussi de l'autre côté du canal à Laken. Alors, c'est une vue un peu surprenante que vous voyez là, qui date de 1908. Le peintre Van Gelder nous donne un panorama. Ici, c'est surtout l'usine à gaz de la ville de Bruxelles qui est mise en valeur. Aujourd'hui, c'est l'endroit où vous trouvez le marché matinal Mabru. Donc, à partir de la houille qui vient de Charleroi, qu'on va débarquer ici, on va la transformer en gaz, qu'on va ici stocker en gazomètre. Vous voyez la rivière Seine qui est ici. Donc, de ce côté-ci, on est en réalité sur Schaerbeek, mais tout ce côté-ci, c'est bien Laken. Alors, tout ce développement ici, c'est des années 1850, mais avant ça, regardez, vous avez le château de Laken, château de Schonenberg, Laken, ici occupé, on est en 1908, c'est encore Léopold II qui occupe le château, le deuxième roi des Belges, et en face, vous avez ici le quai qu'on appelle le quai des usines, parce que dès les années 1820, il va y avoir une première industrialisation. Vous allez avoir une entreprise chimique Capellemans. Vous allez avoir déjà aussi dans les années 1820 l'indiennerie, c'est-à-dire une fabrique de tissus de coton imprimé Story-Vanoise qui va s'installer, dont les bâtiments vont être repris par Jean-Baptiste Gaudin, un industriel français qui, en Picardie, a déjà une usine de fabrication de poêles en fonte. Eh bien, il va ouvrir une succursale ici. Il va ajouter également toute une série de hangars pour cette production. Et également, on peut toujours voir ceci aujourd'hui, ce qu'on appelle un familistère, c'est-à-dire un lieu d'habitation pour les ouvriers de son usine, un habitat communautaire avec toute une série d'infrastructures communes, comme buanderie commune, une école primaire. On est vraiment dans là j'ai un personnage qui a une vision idéaliste et donc qui promeut cette association des ouvriers à la vie de l'entreprise. Le bâtiment existe toujours aujourd'hui, il est en cours de transformation. Il y a tout un projet immobilier qui se met en place. Ici aujourd'hui, vous avez le centre commercial Dox et dans ce centre commercial, vous avez encore toujours le bâtiment de l'indiennerie Story-Vanoise qui a été conservé et restauré. Alors, ce qui m'intéresse aussi, c'est d'aller de l'autre côté du canal. Alors, une chose quand même qu'on peut dire, c'est que pour le roi, la vue, évidemment, qui était recherchée lors de la création du château sur le canal n'est plus la même, n'est plus aussi bucolique, clairement, d'où la rangée d'arbres ici qui fait écran, alors que c'était l'inverse qu'on recherchait autrefois, c'est-à-dire la vue sur le canal, on la recherche plus dorénavant. Et ici, on retrouve notre nouvelle église de Laken, le quartier de la rue Mellerie ici, le quartier de la rue des Palais Outrepont ici, on en a déjà parlé, le chemin de fer, puisque dans les années 1850, une nouvelle ligne de chemin de fer traverse Laken, c'est la ligne qui va rejoindre Gand, via Dendermonde. Et ici, alors, là où il y avait des terres agricoles, on voit des quartiers densément peuplés. Donc, on avait déjà vu le faubourg de Laken qui s'urbanise, mais c'est également tous ces quartiers-ci près du canal, avec deux axes majeurs, à savoir l'avenue de la Reine arborée ici qui mène à l'église, la nouvelle église Notre-Dame de Laken. Voilà. Et ceci qui est la rue Marie-Christine, qu'on a appelée ainsi en l'honneur
de l'archiduchesse Marie-Christine de Saxe-Teschen. Donc des quartiers ici avec des maisons, mais aussi avec des fabriques, avec des intérieurs d'îlots qui sont très densifiés pour des populations ouvrières, beaucoup de maisons de rapport, aussi quelques maisons plus bourgeoises, de petites ou de moyennes bourgeoisie. Je vous ai dit qu'il y a aussi des fabriques, par exemple, il y a une fabrique de carreaux de céramique. On a aussi des chocolateries. Donc, ça devait sentir plutôt bon, en fait, dans certaines rues de ces quartiers. Mais voilà. Donc, ce que vous comprenez bien, c'est évidemment l'importance de l'industrialisation pour expliquer ce développement exponentiel de Laken au cours du 19e et du début du 20e siècle. Ça se passe aussi ici, un peu plus vers le sud. Et là, pour ça, j'ai une carte didactique à vous montrer qui se trouve exposée dans le musée. Vous voyez où on se situe, c'est le parc du château royal ici. On a le canal ici, mais ce que vous voyez bien, c'est que dans la première décennie du XXe siècle, on va rectifier notre canal de Willowbrook. Ça, c'était l'ancien tracé qui entrait en ville. Bien, cette partie-ci va être comblée. C'est le quartier des quais aujourd'hui, rectifier pour permettre un lien en ligne droite avec le canal de Charleroi. On va créer deux nouveaux bassins. Ce bassin-ci qui est le bassin Vergoed sur le territoire de Laken et ici le bassin Beko sur le territoire de Molenbeek. Alors, tout ça étant expliqué donc par la volonté d'accueillir des bateaux à nouveau de plus grand tonnage dans le port en fait, donc, et aussi la volonté, la nécessité d'avoir de nouvelles installations portuaires. Ça se passe ici dans la plaine de Tour et Taxi avec les bâtiments que vous connaissez toujours aujourd'hui, l'entrepôt royal, donc des espaces de stockage, des espaces aussi pour amener les marchandises à la gare maritime. Bon, tout ça c'est essentiellement sur Molenbeek, sauf les rails de train qui sont sur Laken, mais ça a de l'influence évidemment sur tout ce quartier-ci, dont j'ai déjà parlé, puisque évidemment il est consolidé dans sa vocation davantage d'habitat ouvrier, avec aussi l'implantation de quelques fabriques. On pense par exemple à Beer, en fait, cette entreprise française d'apéritifs qui va ouvrir une succursale à Bruxelles, non loin, ici à Laken, non loin de cette plaine de Tours et Taxi. Un bâtiment existe toujours aujourd'hui. Il est désormais reconverti. On peut y trouver aujourd'hui notamment un marché bio. Alors, ces installations portuaires, ce développement de nouvelles installations, ça a beaucoup d'importance pour Laken, puisque vous voyez que cette partie de Molenbeek, il y a aussi une partie de Laken ici, je vous ai dit notamment le grand bassin que vous voyez là, bien tout ceci va être rattaché dès 1897 à la ville de Bruxelles, qui, pour financer les nouvelles installations portuaires, négocie le rattachement de cette partie de Laken et de Molenbeek à la ville de Bruxelles. Donc, mais plus encore, c'est tout Laken, tout Neder-Overheembeek et tout Arren, toutes ces anciennes communes qui vont finalement rejoindre le giron de la ville de Bruxelles, être annexées en 1921. Et là, la raison qui est donnée, c'est le développement encore du port, mais cette fois-ci de l'avant-port, ici au-delà, c'est le pont Van Praat, au-delà du pont Van Praat avec de nouveaux quais aménagés. Et donc, l'échange, c'est effectivement l'annexion de ces trois anciennes communes. Si vous regardez bien l'ensemble de la carte, en fait, vous comprenez que c'est une politique qui est menée depuis le milieu du 19e siècle, déjà par la ville de Bruxelles, qui n'a de cesse que de récupérer son influence perdue. Vous vous souvenez, la cuve, évidemment, Bruxelles et les villages environnants ne faisaient qu'une seule et même entité. Ça disparaît en 1795 et dès lors, évidemment, c'est toujours un peu problématique cette relation entre la ville de Bruxelles et les communes environnantes, puisque Bruxelles essaie de récupérer l'influence qu'elle avait perdue autrefois.
Alors, la carte ici me permet aussi de parler, je pense que j'ai un détail, oui, voilà, d'une autre intervention pour laquelle malheureusement je n'ai pas beaucoup d'images, donc je vais me contenter du plan ici qui vient du musée et qui nous montre quoi? Qui nous montre, ici donc on a Laken, qui nous montre aussi quelque chose dont on n'a pas encore parlé, c'est l'importance des espaces verts à Laken. Alors, on a déjà compris évidemment qu'il y avait les jardins du château royal, mais en réalité ils ont été fortement encore augmentés à l'époque de Léopold II. Donc Léopold II, dont les dates de règne sont 1865-1909, il va acquérir pas mal de terrain, il va devenir en fait le propriétaire d'environ un tiers de la superficie de Laken et ça va lui permettre en fait de pouvoir influer sur l'urbanisme de Laken. Quand l'urbanisation est encadrée dans la seconde moitié du XIXe siècle, selon les plans de l'inspecteur voyer Victor Besme, ça concerne aussi Laken, mais vous savez qu'il y a parfois, même souvent en fait des difficultés à implémenter les plans de Victor Besme, mais ici, dans ce cas-ci, à Laken, ça va être facilité par l'intervention du roi Léopold II. Vous savez évidemment qu'il a ce qualificatif de roi urbaniste parce que c'est un des sujets qui le motivait, qui le préoccupait le plus. Et dans ce cas-ci, outre le fait qu'il va agrandir ses propres jardins, il va permettre par ses achats plusieurs choses, c'est-à-dire la création d'un nouveau parc public, cette fois-ci, qui est le parc de Laken, qui va être inauguré pour le 50e anniversaire de la Belgique en 1880, avec dans l'axe du palais un monument à son père, le roi Léopold Ier, donc pour le délassement des habitants de Laken. Il va aussi récupérer les domaines du Steuvenberg, les domaines du Belvédère, ce qui va évidemment pérenniser aussi ces grandes propriétés et à nouveau comme espace vert. Ici, on ne le voit pas, mais il y a également 3 jardins qu'il va faire aménager. Un jardin aux fleurs, le jardin des fleuristes, un jardin aux plantes coloniales, le jardin colonial, et un jardin fruitier qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de jardin Jean Sobieski. Alors ces jardins, ils vont être légués via la donation royale à la mort de Léopold II, donc à l'État belge, en 1909. C'est pour ça qu'ils sont aujourd'hui aussi ouverts au public. En quoi est-ce qu'il intervient également, Léopold II? Il va aussi soutenir les projets du dernier bourgmestre de Laken, qui est Monsieur Boxtal. Et donc, dans ces projets, il y a le voûtement du Molenbeek qui va permettre, donc le ruisseau Molenbeek qui va être voûté. On va aussi installer un nouveau réseau d'égouts, ce qui va permettre le développement ici de ce quartier dit du Prince Léopold et également l'aménagement d'un nouvel axe qui est l'axe qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de l'avenue Boxtal, avec une nouvelle place communale et donc avec ce nouvel hôtel communal qui va s'ouvrir en 1912, mais comme vous l'avez compris, qui ne sera utilisé finalement que jusqu'en 1921, puisqu'ensuite il sera simplement un centre administratif annexe de l'hôtel de ville de Bruxelles en réalité. Dans l'objectif évidemment du roi et du dernier bourgmestre de Laken, c'est aussi attirer une population plus bourgeoise, plus aisée à Laken, puisque ici on a des quartiers essentiellement populaires, essentiellement ouvriers, tant dans le faubourg de Laken que ici. Donc voilà, l'objectif c'est également de ramener une population plus aisée. Ça veut dire aussi que c'est bon pour les finances communales et pour Léopold II, ça permet aussi d'avoir son château dans un environnement plus bourgeois, donc plus réfléchi, plus organisé, correspondant davantage à ses visées urbanistiques. Et aussi, il permet, grâce à des terrains qu'il achète, qu'il va céder, de créer l'avenue du Parc Royal que vous voyez là et l'avenue Van Praat avec un terre-plein que vous voyez ici. Alors, ce n'est pas tout. Dans la première décennie du XXe siècle, qu'est-ce qu'il va encore faire?
c'est un aménagement ici à la fin de l'avenue Van Praat vers le lieu dit du Crottilleul, où il va faire aménager d'abord une copie d'une fontaine qui se trouve à Bologne en Italie, et ensuite une tour japonaise et également un pavillon chinois. C'est quoi l'objectif de Léopold II? Bien, ici, il faut se replacer dans l'idée des expositions universelles. C'est l'idée de présenter des bâtiments caractéristiques des autres civilisations, des lointaines, puisqu'on ne voyageait pas à l'époque comme on voyage aujourd'hui, donc sur de petits packs éducatif, si vous voulez. Bon, finalement, ça s'est limité à une fontaine italienne, un pavillon chinois et une tour japonaise, mais c'était bien l'idée. Et plus encore aussi, c'est à nouveau, il y a toujours ça qui est également présent, c'est l'idée d'être le point de départ d'un nouveau quartier avec une population plus bourgeoise, plus aisée dans le quartier Mutsart à côté. L'idée de la tour japonaise, elle lui est donnée lors d'une visite de l'exposition universelle de 1900 à Paris. Et c'est d'ailleurs en voyant même ce type de réalisation qui a été faite à Paris par Alexandre Marcel qu'il demande à cet architecte d'en faire une nouvelle ici à Laeken. Alors, une image du pavillon chinois. Cette fois-ci, eh bien, le pavillon chinois, là, c'est une demande, une commande aussi au même Alexandre Marcel par Léopold II. C'est bien lui aussi qui finance tout ça. Donc, dans le cadre de ce mini parc d'attractions, on pourrait dire, éducatif, qu'il crée à la fin de l'avenue Van Praat. Ce qui est intéressant ici, c'est que la tour japonaise, c'est totalement réalisé par des artistes européens, tandis que ici, les panneaux sculptés qu'on peut voir ici ont été importés de Chine. Alors les deux bâtiments ont été légués également par la fondation, par la donation royale à l'État belge qui les a mis à disposition des musées royaux d'art et d'histoire. Alors aujourd'hui, les bâtiments sont en restauration, mais ils marquent toujours bien le territoire de Laeken. Importance à nouveau de Léopold II, on n'imaginerait pas, je vous montre ici le palais du Centenaire en construction, donc on est là au Ezel, ce qu'on appelait au Moyen-Âge le hameau de Segem. Pourquoi de l'importance? C'est parce qu'il a acheté toute une série de terres sur le plateau du Ezel, il va les léguer à l'État belge, qui va les céder à la ville de Bruxelles pour l'aménagement des constructions nécessaires à l'exposition universelle qui originellement aurait dû se tenir en 1930 pour le centenaire de la Belgique, qui s'est finalement tenue en 1935. Alors c'est pas tout, il y a les bâtiments évidemment, mais il y a aussi le parc de Segem qui va être aménagé. Donc à nouveau, on renforce le caractère vert de Laeken et également le stade, un grand stade pour les manifestations sportives. Alors ici, on est plus ou moins une année, donc on se dépêche de finir le palais principal, donc qui est marqué dans ce style art déco monumental par les 4 piliers puissants et puis sur le côté cet étagement pyramidal qui est caractéristique. Alors, c'est important puisque ces palais, ils vont ensuite servir aussi de lieu d'exposition temporaire. On pense au salon bien connu de l'alimentation des arts ménagers ou le salon de l'automobile qui existe toujours aujourd'hui. Et donc, ça consacre Laken, dans ce cas-ci plus précisément le plateau du Ezel, dans l'espace d'exposition de la ville de Bruxelles. Alors, un petit tableau aussi que je voulais vous montrer qui fait partie des collections, qui représente des bâtiments qui, eux, n'ont pas survécu. Certains bâtiments, évidemment, n'ont pas été conservés. C'est
le vieux Bruxelles à l'exposition universelle de 1935. Ces expositions universelles, elles ont le but de montrer tout ce qu'il y a de plus moderne, évidemment, à leur époque, tout ce qui est technologie, mais il y a toujours aussi une partie qui est consacrée aux racines, en fait. On va retrouver ici, effectivement, le vieux Bruxelles, comme on retrouvera en 1958 la Belgique joyeuse. C'est le même principe. Voilà justement un vide-poche qui nous vient tout droit de l'exposition 58, puisque le plateau du Heysel est récupéré pour une nouvelle exposition universelle, celle que on connaît aujourd'hui le plus, l'Expo 58, dont on voit le logo, la célèbre étoile. Intéressant aussi, c'est de voir que dans le logo, vous avez l'hôtel de ville de Bruxelles, qui nous rappelle bien que Laken, depuis 1921, fait bien partie de la ville de Bruxelles. Alors, bien sûr, l'exposition 58 est marquée par l'atomium, qui normalement n'aurait pas dû être pérennisé. En réalité, il était prévu pour 6 mois d'existence, mais il a tellement marqué les esprits, il est rapidement devenu un objet d'attachement pour les Bruxellois, est devenu le nouveau symbole des Bruxellois. Donc c'est cet atomium que finalement il va être conservé. Et vous voyez ici une photo présentée dans le musée où on voit l'atomium récemment rénové en 2005. Donc, vous savez que l'atomium, c'est un ensemble de 9 atomes qui sont combinés selon une structure cubique centrée. Donc, ça représente une portion élémentaire d'un cristal de fer agrandi 165 milliards de fois. On est là, donc, dans cette période des années 1950 où on est encore tout à fait sous le charme du développement technologique. Alors, vous avez sans doute entendu parler des projets pour le Heysel. Il y a un projet dont on vient de lire dans la presse qui n'aura pas lieu, c'est le projet dit Néo 2 avec un nouveau centre de congrès. En plus du centre déjà existant des expositions et un hôtel, ça, celui-là est abandonné. En revanche, le projet dit Néo 1, avec un grand centre commercial, avec des quartiers résidentiels, avec un grand parc de loisirs, celui-là est toujours envisagé. Il attend d'avoir toutes les autorisations nécessaires pour se faire et une nouvelle réflexion sur la mobilité, puisque c'est quelque chose qui est reproché pour l'instant au projet et donc les concepteurs s'attellent à résoudre cette question. Alors, en dernière image, je vous remontre le territoire de Laken. On a vu pas mal de choses ensemble. Je voulais juste terminer sur ce quartier-ci, parce qu'en fait, finalement, les deux grandes réalisations, la prochaine, ça sera ici avec ce néo, effectivement, au Heysel s'il voit le jour. Mais une très récente, c'est dans ce quartier, vous souvenez, le quartier ouvrier près du canal, où on a réaménagé tout un espace en un nouveau quartier qu'on appelle le Tivoli, qui fait référence en fait à une guinguette qui existait là au 19e siècle, qui s'appelait le Tivoli. Et donc ce quartier qui est un quartier qu'on veut durable, qui est un quartier modèle de ville durable, avec des panneaux solaires, avec des toitures vertes, avec récupération d'eau de pluie, avec des infrastructures communautaires comme une buanderie commune. Voilà, donc un quartier modèle dans l'esprit du temps qu'on promotionne aussi vis-à-vis des architectes étrangers qui viennent voir ce qui se passe chez nous. Vous voyez qu'évidemment, tout l'espace de Laken, il y a une bonne partie d'espace vert, mais tout le reste est aujourd'hui naturellement urbanisé. L'avenue Boxtal, c'est au XXe siècle prolongé par l'avenue Uba de Stropper. Donc tous ces quartiers se sont urbanisés. La cité modèle aussi, qu'on a imaginé par rapport à l'exposition de 1958 qui voit le jour dans les années 1960. Voilà, donc aujourd'hui, évidemment, ce qu'on fait plutôt, c'est de la transformation d'espaces existants, puisqu'il n'y a plus vraiment d'espace disponible sur le territoire de Laken.
Voilà, si vous voulez voir la plupart des œuvres dont je vous ai parlé, bien, vous êtes les bienvenus au musée de la ville de Bruxelles, naturellement. Vous avez ici, si vous avez des questions ou si vous voulez demander une visite de groupe, l'adresse email service des publics@brucity.be ainsi que l'adresse internet du musée. J'en ai fini pour mon exposé et je vais maintenant voir s'il y a des questions. Alors, j'espère que... Voilà, je me demande si le quartier populaire de Laken, autour de Boxtal, l'ont toujours été, par rapport au nord de Laken, plus prestigieux, Palais Royal. Alors, ben, justement, c'est ça ce que je vous ai montré, c'est que les quartiers près du canal sont des quartiers effectivement qui sont populaires, mais aussi avec des fabriques. Il pouvait y avoir le directeur de la fabrique qui avait aussi sa maison, donc il y avait aussi de la petite bourgeoisie, mais il y avait aussi des impasses ouvrières. Hein, donc effectivement, ces quartiers étaient déjà populaires. Et l'avenue Boxtal s'est justement fait pour amener une nouvelle population plus bourgeoise, si vous voulez, dans la gun. Ça forme une sorte de voilà, nouveau développement dans cette idée-là, quoi, en fait. Hein. Donc, il y a toujours cette tension, évidemment, à Laken entre des quartiers populaires et des quartiers plus prestigieux, plus proches du Palais Royal, avec la volonté, je vous ai dit, ça c'est pas fait par hasard, hein, c'est quand même le bourgmestre Boxtal et le roi Léopold II qui sont beaucoup intervenus pour qu'il y ait justement cette population davantage bourgeoise qui soit là. Et donc ça veut dire aussi effectivement qu'on comprend bien que les quartiers du bas de Laken sont d'origine populaire. Alors je vous ai dit, hein, au 19e siècle, on passe de 1000 à 30 000 personnes à Laken, mais ça veut dire aussi qu'il y a une forte immigration. Alors, à cette époque-là, évidemment, l'immigration, elle vient des provinces wallonnes et flamandes, du nord de la France aussi. Donc, c'est des quartiers d'immigration, clairement. Et au cours du XXe siècle, dans la seconde moitié du XXe siècle, ça reste un quartier d'immigration, cette fois-ci venant du Maroc, venant de Turquie, venant plus récemment de Pologne ou de Roumanie. Voilà, j'espère que je réponds à votre question. Bonjour, est-ce lié au château de Schönbrunn, vous voulez dire à Vienne? Non, non, c'est pas lié. Le château de Schönbrunn, c'est un palais inspiré de Versailles, on va dire, et un palais rococo, hein, donc rocaille. Ici, chez nous, vous avez un palais comment dire, un palais néoclassique. Par contre, effectivement, ce qui peut être assez juste, effectivement, c'est de dire que ce sont des palais comme Versailles ou comme Schönbrunn qui sont en dehors des murs de la ville. Hein. Aujourd'hui, évidemment, pour Schönbrunn, c'est rattrapé par la ville, mais au départ, c'est effectivement dans des lieux assez idylliques et avec une importance des jardins aussi. Voilà. Alors, petite question, déplacement de la fontaine en SPAC au Square Spalfijn. Oui, c'est effectivement, il y a toute une série à Bruxelles de ce qu'on appelle le patrimoine à roulettes, c'est-à-dire toute une série de fontaines. Pour la fontaine en Spac, c'était la fontaine qui se trouvait à la porte de Namur. Eh bien, quand on fait des raménagements en ville, on essaie de trouver des nouveaux lieux qui sont prêts à accueillir les monuments. Et ici, ils ont trouvé que ça pouvait bien agrémenter ce quartier de Laken, alors que évidemment, Laken n'a strictement rien à voir avec Anspach, puisque à l'époque, donc dans SPAC, seconde moitié du 19e siècle, Laken n'est pas encore rattaché à la ville de Bruxelles. Alors, merci Jean-Luc pour cet excellent résumé de l'histoire de Laken. Nous devrions organiser une visite des collections de Laken
Quesnoise. Mais oui, très volontiers. Donc, l'année prochaine, nous dit le message, il ne faut pas oublier qu'en 2021, effectivement, on célébrera le 100e anniversaire du rattachement de Laken et de Overembeek et Aachen à la ville de Bruxelles. Et donc, bien entendu, pour les groupes qui le souhaitent, je peux organiser et sortir des réserves, les estampes qu'on a vues pour des visites guidées à la demande. Voilà, on me remercie et moi je vous remercie pour votre attention s'il n'y a plus de questions. Voilà, il n'y a plus de questions. Alors, je vous propose d'en rester là. Et à nouveau, merci pour votre attention. Bonne fin de journée.